Imagine un instant que tu es à bord d'un avion de chasse à 600 km/h, à basse altitude, au-dessus d'un pays ennemi. Et puis, en une fraction de seconde, tout s'arrête. Pas une panne, pas une erreur de pilotage, un missile, parti de nulle part, guidé par la chaleur de tes propres réacteurs. Ce jour-là, le 3 avril 2026, quelque chose s'est passé au-dessus de l'Iran du Sud que les médias grand public n'ont pas vraiment expliqué. Et ce que tu vas comprendre d'ici la fin de ce script, c'est pourquoi la véritable bataille ne s'est pas jouée dans les airs, mais dans les montagnes, à pied, seul, avec une radio de la taille d'un poing. Remontons quelques semaines en arrière. Fin février 2026, les États-Unis et Israël lancent une campagne militaire coordonnée contre l'Iran. Des dizaines de cibles simultanées dans les premières heures. L'objectif affiché, neutraliser les défenses aériennes iraniennes, prendre le contrôle du ciel, imposer un rapport de force. Et ça a fonctionné. Enfin presque. Et c'est ce presque qui va tout changer. Parce que l'Iran n'avait pas besoin de gagner la guerre aérienne. Il avait juste besoin de rendre le ciel trop coûteux à habiter. Tu connais le principe d'une balance ? D'un côté, un avion de chasse américain à 90 millions de dollars. De l'autre, un missile portable à 5 000 $. Un seul soldat, un seul tir. Pas besoin de radar, pas besoin d'infrastructure, juste de la chaleur, celle qui sort des réacteurs d'un chasseur volant bas. C'est ça, un Manpads. Un missile à guidage thermique tenu à l'épaule, discret, mortel. Et pour chaque tir réussi, l'Iran gagnait à la fois sur le terrain et dans les chiffres. Mais il y avait un autre facteur, encore plus structurel. Début avril, les stocks de munitions à longue portée, ceux qui permettent de frapper depuis 150 km, hors zone de danger, commençaient à s'épuiser. Les pilotes américains devaient donc voler plus bas, plus près. Et voler plus près, c'est entrer exactement dans le couloir de mort des missiles thermiques. Le piège n'était pas une arme, c'était une équation mathématique. Et ce jour-là, l'équation a trouvé sa réponse. Le F-15E, Strike Eagle, a un palmarès unique dans l'histoire de l'aviation militaire moderne. 40 ans de service. Tempête du désert, Afghanistan, Syrie, des dizaines de missions de combat, 0 perte au combat, 0. Les pilotes l'appelaient l'avion qui ne tombe pas. Jusqu'au 3 avril 2026. Indicatif radio, DUD 44, mission de frappe dans le sud de l'Iran. Un missile, la nature exacte reste classifiée, perfore la cellule à basse altitude. Les 2 membres d'équipage éjectent, le pilote et l'officier armement, un colonel. 2 parachutes s'ouvrent dans le ciel ennemi. Le pilote est récupéré rapidement en quelques heures. Le colonel, lui, atterrit dans les agros. Les agros, si tu n'as jamais entendu ce nom, visualise ça. Une chaîne de montagnes qui dépasse 4000 mètres, des vallées encaissées, des crêtes qui tombent à pic, un terrain que les nomades Bakhtiari traversent depuis des générations. Un endroit où quelqu'un qui connaît le terrain peut disparaître et où quelqu'un qui ne le connaît pas peut mourir. Le colonel américain était dans la 2e catégorie. L'Iran le savait. En quelques minutes, les gardiens de la révolution descendent dans les vallées. La police commando se déploie entre les routes. Des tribus armées prennent les hauteurs et l'Iran passe à la télévision d'État pour annoncer une récompense. 60 000 $ pour quiconque donne la position de l'officier. 3 ans de salaire en zone rurale, une fortune pour des familles qui vivent de l'élevage et de la terre. Et le colonel, lui, avait quoi ? Une balise de détresse, un émetteur radio de la taille du poing. Sauf que cette balise avait un défaut mortel dans ce contexte précis. À chaque activation, elle diffusait sa position. Rester en silence, c'est risquer de ne jamais être trouvé. Allumer la balise, c'est risquer de se faire localiser avant les secours. Alors, il a fait ce que font les soldats d'élite dans les situations impossibles. Il a rationné. Des impulsions brèves, un signal puis le silence. Bouger, se cacher, attendre, recommencer. 48 heures dans les montagnes d'Iran, blessé, traqué, seul. À Washington, Trump prend une décision. Pas mesurée, pas prudente. Il dit « envoyez tout ». Pas une équipe de sauvetage, tout. Plus de 100 appareils. 4 bombardiers, 64 chasseurs, 48 ravitailleurs, 13 aéronefs de recherche et sauvetage, des unités d'élite, Delta Force, SEAL Team 6. Le renseignement israélien qui transmet des coordonnées en temps réel, pour un seul homme. Si cette décision te frappe autant qu'elle m'a frappé en découvrant cette histoire, un like aide d'autres personnes à la connaître. Mais pour extraire quelqu'un d'un territoire hostile de nuit, il faut se poser. Et se poser dans ce contexte, c'est trouver un espace dégagé, suffisamment long, suffisamment solide, suffisamment loin des forces iraniennes. Une équipe Delta Force repère une piste agricole abandonnée à 14 km au nord de Shiraz, dans la province d'Ispahan. 3900 pieds de long, 200 pieds de large. Pour te donner une échelle, certaines bretelles d'autoroute sont plus longues, et on allait poser dessus 2 SMC-130J Combat Shadow, des appareils de transport spécialisés qui pèsent, plein, 70 tonnes chacun, de nuit, sur une piste en terre, à la limite du possible. La force de sauvetage arrive dans l'obscurité. Delta Force et SEAL Team 6 sécurisent le périmètre. Les chasseurs tournent en cercle serré au-dessus, lâchant des bombes sur les colonnes iraniennes qui convergent du nord, de l'est, du sud. Le brouillage électronique coupe les communications ennemies.
et les deux MC-130J se posent sur cette piste de fortune dans le noir. Ils récupèrent un membre d'équipage, mais le colonel est toujours dans les montagnes. Et c'est là que la piste les trahit. Le sol, apparemment compact, s'est mis à céder sous le poids des avions. Les roues se sont enfoncées. Plus ils accéléraient, plus elles s'enfonçaient. Et en quelques minutes, deux des appareils les plus sophistiqués de l'armée américaine, bourrés de systèmes de communication classifiés, de capteurs, de technologies que la Chine ou la Russie paieraient des milliards pour récupérer, étaient immobilisés sur le sol iranien, avec le jour qui se levait. Le choix était binaire, abandonner les appareils et laisser aux Iraniens, et à travers eux, à Moscou et Pékin, l'accès à des technologies classifiées de premier rang, ou les détruire soi-même. Il n'y avait pas de troisième option. Les forces américaines ont fait sauter les deux MC-130J sur place, 200 millions de dollars partant en fumée dans un champ d'Ispahan. L'Iran a filmé les épaves. Diffusion en boucle sur les chaînes d'État. Le porte-parole des gardiens de la Révolution a appelé ça une défaite américaine catastrophique. Il n'avait pas tout à fait tort. Et ce n'était pas fini. Quand les hélicoptères Black Hawk sont arrivés en vol rasant pour continuer la recherche, des tirs ont commencé à partir des crêtes. Pas des soldats réguliers, des nomades, des hommes qui connaissaient chaque pli, chaque ravin, chaque anfractuosité de ces montagnes depuis leur enfance. Armés, motivés par la récompense, invisibles pour les capteurs. L'armée américaine ne combattait plus une force militaire, elle combattait le terrain lui-même. Deux Black Hawks touchés, ils ont tenu et sont rentrés. Un A-10 Warthog, l'avion d'attaque le plus blindé jamais construit, conçu pour absorber des impacts directs, abattu par un missile solaire au-dessus du Golfe. Deux drones, MQ-9, Reaper descendus, 8 appareils perdus en 48 heures pour un bilan financier dépassant les 600 millions de dollars. Et puis les médias iraniens ont sorti un nom, Eagle Claw. En 1980, l'opération Eagle Claw devait libérer 52 otages américains retenus à Téhéran. Elle s'est terminée dans le désert, avec des hélicoptères en feu, 8 soldats américains morts et un président, Jimmy Carter, dont la carrière politique ne s'est jamais relevée. Une plaie dans la mémoire militaire américaine qui a mis 10 ans à cicatriser. 46 ans plus tard, des avions américains brûlaient à nouveau sur le sol iranien et un colonel était toujours dans les aggros. Le dimanche 5 avril, 48 heures après l'éjection, 2 jours, sous le feu, dans la province de Kogilouye et Boyer Ahmad, ils l'ont sorti. Comment exactement? Les détails restent classifiés. Mais il était vivant. Trump a appelé ça l'opération de sauvetage la plus audacieuse de l'histoire militaire américaine. Ce qu'on sait, c'est que ça avait coûté 8 appareils, des centaines de millions de dollars et une nuit entière de bombardements pour tenir à distance une nation entière. Pour un homme, un colonel dont le nom a été maintenu confidentiel, dont la récupération avait mobilisé une force équivalente à celle de certaines guerres. Ce qui reste, après tout ça, c'est une question qui devrait nous occuper. Est-ce qu'on avait anticipé cette équation? Le missile à 5 000 $ contre le chasseur à 90 millions? Est-ce qu'on avait modélisé l'épuisement des stocks? Est-ce qu'on avait testé ces pistes agricoles avec des avions de 70 tonnes? Ou est-ce qu'on a, une fois de plus, cru que la supériorité technologique suffisait à elle seule? L'histoire de ces 48 heures n'est pas celle d'une défaite. Mais ce n'est pas non plus celle d'une victoire nette. C'est l'histoire d'un système confronté à ses propres limites dans un terrain qui ne lui appartenait pas. Et si cette histoire t'a appris quelque chose que tu ne savais pas hier, sur la guerre moderne, sur l'asymétrie militaire, sur ce que ça coûte vraiment de ramener un seul homme, pense à laisser un like. C'est ce qui permet à des récits comme celui-ci de toucher le plus grand nombre et de continuer à explorer ce que les grands titres ne racontent jamais vraiment.